Alors d'abord, je voulais remercier SOS Hépatite. On ne s'était pas vu depuis un petit moment, du moins au niveau national. Puis l'équipe d'Hépato, que je connais bien pour des raisons qui ont été évoquées précédemment. Voilà, donc ça me permet de retrouver une partie de ma famille à Limoges. Alors on va vous présenter alternativement, mais même simultanément, il n'y a pas de problème, le dépistage de la fibrose hépatique avancée en Alsace. Alors la diapositive suivante, voyez tous les partenaires. Je peux le faire si tu veux. Oui. C'est bon ? On passe à la suivante. Okay. Voilà, alors je vais vous refaire un tout petit rappel de ce qu'on appelle les maladies stéatosiques du foie, les MASL. Alors attention, il y a la mâche, il y a les MASL, on se perd dans tout ça. Mais les MASL, donc il y a un dysfonctionnement métabolique, c'est les anciennes NAFL. Et finalement, on distingue deux entités, vous le savez, je vous le rappelle, la stéatose isolée, donc le foie gras, et puis la stéatohépatite, l'ancienne NASH, qui est l'hépatite à la graisse. Voilà, de façon très simple. Et puis, vous savez que ça peut être associé à une consommation d'alcool modérée. On appelle ça les MET-ALD. Vous voyez, ça se complique au fur et à mesure. Les maladies alcooliques du foie, on n'en parle pas trop. Les étiologies spécifiques, les étiologies inconnues. Tout ça, juste pour vous illustrer les maladies stéatosiques du foie. La suivante. Alors, ceci, c'est à partir de cette classification que j'ai repris, qui est parue, si je me souviens bien, dans J.E.Patol, il n'y a pas longtemps, au mois de septembre. Et on va s'intéresser... Il y a une flèche, Frédéric ? Ouais. Non, c'est pas grave. On va s'intéresser au carré jaune, là. Donc, les MASL. Les MASL. Donc, il y a une stéatose, il y a un élément, un composant du syndrome métabolique, et il n'y a pas d'alcool. C'est-à-dire, quand je dis pas d'alcool, on admet maintenant des seuils inférieurs à 20 grammes chez la femme, 30 grammes chez l'homme. Attention, ces seuils, ils ont été définis, il faut bien voir, c'est souvent déclaratif. On n'a pas utilisé tous les outils dont on dispose à l'heure actuelle. Donc on va s'intéresser juste à ça. La suivante. Alors le rationnel, je vais passer très rapidement parce que ça a été en partie vu. Donc vous savez qu'il y a une prévalence élevée de l'obésité et du diabète. Vous voyez nos chiffres dans la région Grand Est. C'est les chiffres de l'ARS. 1 sur 5 obèses. Vous voyez, le diabète, c'est un petit peu moins fréquent, mais c'est quand même conséquent. Vous le savez tous que les complications hépatiques sont latentes, d'apparition tardive, potentiellement graves par l'évolution de la fibrose qui aboutit à la cirrhose, voire au cancer du foie. Qu'on dispose maintenant d'outils de dépistage de la fibrose non invasifs qui sont assez performants, qu'il s'agisse de tests sanguins ou de l'élastométrie. Et puis, en Alsace, on a peut-être une petite particularité qui nous a aidés, c'est qu'il y a des dispositifs de prise en charge qui sont adaptés, des réseaux cardiométaboliques. Et en fait, on a travaillé avec 3 réseaux cardiométaboliques au niveau de l'Alsace, en sachant que ces réseaux sont des réseaux multidisciplinaires, c'est-à-dire il y a tous les professionnels de santé, non seulement des médecins généralistes, mais des médecins spécialistes, des infirmières, des psychologues, des coachs sportifs, des diététiciennes, etc., etc. Donc c'est assez confortable et on s'est précipité en se disant on pourrait travailler ensemble. Et puis l'ouverture de l'ALMAF et du SALVA, il y a déjà beaucoup d'années, je crois que c'est en même temps que SOS, peut-être même un petit peu avant, on s'est ouvert à l'ensemble des maladies du foie et pas seulement à l'hépatite ou aux hépatites. La suivante. Alors il y a des prérequis. Je vais passer rapidement, mais ce n'est pas facile de monter une étude comme ça. Il y a un élément fondamental, c'est la formation. Et la formation, depuis le début, on l'a fait commune à l'ensemble des professionnels de santé. La formation médicale pure, ça ne marche pas bien. Il faut que tous les professionnels soient associés. Ensuite, une coordination qui est mixte, médicale et administrative. Et vous le savez, le SALVA, Frédéric, association de patients, m'a succédé à
la direction du CELVA. Donc c'est un malade, enfin un ancien malade, pardon. Toujours un peu malade. Il l'est plus, mais voilà. C'est lui qui a pris ma succession, si je puis dire, mais on a toujours travaillé ensemble et on continue à travailler ensemble malgré mon âge avancé. Voilà. Toujours jeune. Donc, non. Donc une coordination mixte. Il a fallu recruter une infirmière de recherche clinique. Comptez pas sur les médecins généralistes d'une façon générale pour collecter toutes les données. Donc il fallait trouver le financement de cette infirmière. Le public n'a pas suivi. Pour le financement de cette infirmière, c'est le privé. D'où Gilead au départ. Une coopération interprofessionnelle avec transfert de tâches. Il y a maintenant plus d'une dizaine d'années que les fibroscans, ce n'est pas les docteurs qui les font, c'est une infirmière. Elles les font mieux. Hein, et vous verrez que notre infirmière de recherche clinique, elle a été hyper performante dans la réalisation. Bien sûr, tout se complique, il faut un avis du CPP. Donc on a fait. Le CPP, c'est le comité de protection des personnes, pour verbaliser. Oui, voilà. pardon. Et les hépatologues connaissent bien, mais moins les patients. Donc il faut du temps, il faut écrire tous les protocoles, ça revient. On a eu de la chance, on a été pratiquement pris, on a eu des modifications mineures. L'implication des patients, ça a été extrêmement important dans cette étude, qu'il s'agisse des SOS ou de l'Association française des diabétiques pour le métabolique. Il faut trouver le financement, il faut persuader l'ARS, ça met du temps, de la patience. Et puis, il faut voir si c'est possible. Donc, on a fait une étude préliminaire de faisabilité sur une centaine de patients. La suivante. Alors, le but de l'étude, ça a été d'étudier la prévalence, donc la fréquence, et d'individualiser les facteurs de risque qui sont associés à la fibrose avancée, qui a été évaluée dans notre étude par FibroScan chez des patients qui avaient une masse seule, pris en charge dans des réseaux de soins cardio-métabolique. Alors pour tout compliquer le tout, quand on a lancé tout ça, le Covid est survenu. Donc ça a pris du retard, mais avec un peu de patience, de persévérance, il en a fallu beaucoup, on est arrivé à nos fins, si je puis dire. La suivante. Alors vous voyez, c'est une étude prospective observationnelle qui a été menée, vous voyez les délais, chez des patients qui étaient âgés depuis de 18 ans, qui étaient pris en charge dans ces réseaux cardio-métaboliques. Il y en avait 3 des réseaux. Depuis cette étude, ils se sont réunis. Il y a un seul réseau cardio-métabolique. Ça a été une volonté de l'ARS et ça a simplifié après, d'ailleurs, les inclusions. Alors, vous voyez les critères de non-inclusion. Bien sûr, il ne fallait pas qu'ils aient d'hépatite B ou C, qu'il n'ait pas une consommation supérieure à 20 grammes chez la femme d'alcool et supérieure à 30 grammes chez l'homme, en sachant qu'il y a une limite, c'était du déclaratif. Et puis, échec technique ou résultat ininterprétable du fibroscan, vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup. La suivante. Alors voilà toutes les variables qui ont été étudiées, bien sûr, des variables démographiques, les composants du syndrome métabolique. Il ne faut pas oublier le cœur, bien sûr. Donc, on a établi des scores. La consommation régulière d'alcool, alors comme je vous l'ai dit, c'était déclaratif, mais c'était sur le passé, donc sur des années, c'était déclaré auprès du médecin généraliste, recoupé par la diététicienne, et puis la consommation de tabac, on ne l'a pas quantifiée dans le passé également. Et puis on a parlé tout à l'heure de coach sportif, donc on a évalué le profil d'activité physique. Il y a une échelle, elle est bonne ou pas bonne. En fait, elle est reconnue par l'assurance maladie et on l'a pris. Et puis, vous voyez les variables étudiées au fibroscan. Vous le savez, on va évaluer la fibrose et on va également évaluer la stéatose. Vous avez les seuils pour la fibrose avancée, pour la stéatose. On disposait d'un appareil mobile, de sonde M ou XL, et puis tous les critères de qualité ont été respectés. Et puis, protocole d'opération entre professionnels de santé. Je vous passe sur la méthodologie statistique. Je vous ai mis une régression logistique, c'est-à-dire qu'on va étudier les facteurs de fibrose avancée, les facteurs de risque indépendants les uns des autres. La suivante.
Alors, vous voyez, on a inclus 744 patients. Vous voyez l'échec technique du fibroscan. Chapeau pour l'infirmière, 2-2. Hein. Le fibroscan est interprétable, même fréquence. Vous voyez qu'on a beaucoup utilisé la sonde XL. Hein. C'est logique hein, chez des patients qui étaient souvent obèses. Et puis, vous voyez qu'il n'y a pas eu beaucoup de pertes, hein, puisqu'on a pu analyser les résultats chez 712 patients. Vous avez la répartition en fonction du type de réseau cardio-métabolique. La suivante. Alors voilà les résultats. Vous voyez que la fréquence de la masse seule, c'est grosso modo 80%. Hein. Vous voyez la fréquence de l'obésité dans la population, hein, entre 80 et 90%. La fréquence du diabète qui est un peu moins. Hein. Vous voyez, 36%, un bon tiers des patients avaient un diabète de type 2. La suivante. Alors, hypercholestérolémie, je passe rapidement, hein, c'est fréquent. Hein. L'hypertriglycéridémie également. La suivante. On va passer vite. Vous voyez le haut risque cardiovasculaire qui a été établi à partir de 2 scores, le score SCORE et le score de Framingham. La suivante. Donc, c'est du métabolique dur, hein, c'est pas mal. La consommation d'alcool avec les seuils que j'ai définis. Il y en a plus chez les hommes, les colonnes bleues, que chez les femmes. Ça, c'est logique, tout ça. La suivante. Vous voyez l'inactivité physique. Hein. Beaucoup sont complètement inactifs hein, de ces personnes. Hein. La suivante. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on a eu comme proportion de fibrose avancée. Alors, les colonnes jaunes, c'est les totales des patients. Vous voyez, 11%, c'est quand même conséquent. Mais vous voyez que c'est plus fréquent chez les hommes, les colonnes bleues, 17%, hein, versus 7,5% chez les femmes. Vous voyez les stéatoses sévères, bon, ce n'est pas un scoop, hein, c'est fréquent également hein, chez ces personnes. La suivante. Et puis l'analyse multivariée, donc les 3 facteurs de risque qui sont sortis, le sexe masculin, l'existence d'un diabète, et puis l'existence d'une hypertriglycéridémie. J'insiste sur le diabète, vous voyez que finalement, hein, vous avez des odds ratios, c'est-à-dire que le risque est multiplié par 2, hein, grosso modo, pour ces 3 facteurs. La suivante. Eh bien, vous retrouvez ça dans la plupart des études. Là, j'ai essayé de vous remettre toutes les études qui ont été faites avec une analyse multivariée. Eh bien, vous voyez que comme facteur de risque associé à la fibrose ressort essentiellement le diabète, vous le voyez, l'obésité également, hein, l'hypertension artérielle. Hein. Vous voyez, pour le sexe, hein, tantôt c'est l'homme, tantôt c'est la femme. Hein, c'est beaucoup plus variable. Les transaminases élevées, hein, donc d'autres facteurs également. Mais c'est le diabète qui prédomine. La suivante. Alors, on peut conclure qu'il y a une prévalence élevée de la fibrose avancée dans les réseaux cardio-métaboliques. Vous avez vu 10%, mais on atteint quand même 18% chez les hommes. Que les facteurs de risque qui sont associés à cette fibrose avancée, dans notre étude, avec un risque multiplié par 2, c'est le sexe masculin, le diabète de type 2 et l'hypertriglycéridémie. Donc, on s'est dit, bon, on va essayer de faire un dépistage systématique hein, dans l'ensemble de ces réseaux. La suivante. Alors la suite, on est dedans. On est dans du dur, c'est-à-dire suivi des patients avec la fibrose avancée. Je ne vais pas vous donner de résultats aujourd'hui, c'est en cours. Ce n'est pas simple hein, de revoir ces patients, hein, d'essayer d'avoir chez ceux qui ont une fibrose F0, F2, donc minime ou modérée, d'avoir également un suivi longitudinal. Et puis, quand on a commencé l'étude avec toutes les étapes hein, que j'ai essayé de vous résumer, hein, ça a duré quand même sur 4 ans tout ça, hein, et tout, il n'y avait pas encore au point tous les algorithmes, hein, et il n'y avait pas encore au point le FIB4. Et puis, du coup, avec Frédéric, on s'est dit, faut qu'on continue. Et puis, vous allez voir comment on a continué. La suivante. Alors, c'est toi. Ok, voilà. Donc, merci. Donc, en fait, je n'étais pas là que pour passer les slides, donc j'ai peut-être quelques mots à dire quand même. Non, c'est la complémentarité. Moi, je passe les slides, Michel, il parle. Non, c'est beau, je vais m'en sortir. Mais tu complètes, garde le micro, reste là, t'en vas pas. On travaille ensemble. C'est toi le boss, c'est toi la tête pensante. Allez,
On y va. Alors effectivement, on a du coup pour la suite, on s'est dit effectivement comment on va pouvoir toucher donc plus largement tout le monde. Effectivement, le FIP4 est sorti est ressorti parce que le FIP4 il existe depuis des années en fait. Il n'a pas été exploité. Je crois que ça fait plus de 20 ans qu'il existe et il est ressorti ces dernières années effectivement parce que c'était un outil qui était facilement transposable et analysable aussi par les médecins de premier recours en fait. En tout cas pour l'orientation. Donc on a essayé de mettre en place un programme qui s'appelle FibroMAF, qui est sur le dépistage et la mise en place de parcours de soins maladie du foie. Donc le but, c'était de faire entrer ces patients-là avec une fibrose avancée dans un des 3 parcours que l'on a identifiés, donc viral, alcoolique ou métabolique, pour prévenir, éviter la cirrhose et donc le cancer du foie, et fondamentalement pour éviter la mortalité hépatique, qui est un enjeu très très important, ça, puisque c'est quand même un indicateur qui a bien plu à notre ARS. Il nous dit, si vous pouvez éviter la mortalité, là, ça commence à nous intéresser, on va vous suivre. Les mots-clés, il y a des mots-clés, c'est le mot-clé, le mot déclencheur. Donc du coup, on a expérimenté du coup, sur notre territoire avec Michel, sur l'Alsace. Et l'ARS me dit « c'est génial, mais nous, ce qu'on veut, on est l'ARS Grand Est, on veut que ça soit sur le Grand Est, donc il va falloir que vous développiez sur le Grand Est. » Alors nous, on est le CEF d'Alsace, donc on dit « Ok, bon, on veut bien, on va voir, on va déjà bien travailler l'Alsace, puis on va voir si effectivement le modèle, on peut le déployer. » Voilà, donc on a encore cette année sur l'Alsace, et l'an prochain, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, on va aller le développer, et parce qu'il y a des choses, il y a des recettes simples qui peuvent être facilement transposables, sans forcément de grands moyens, mais juste avec un certain nombre de leviers que l'on a pu identifier, nous, sur le territoire déjà de l'Alsace. Alors ça, vous connaissez tous le FIP4. Le FIP4, il est rendu donc, comme dans beaucoup de villes maintenant, beaucoup de laboratoires en France, dans les comptes rendus du moment où il y a les plaquettes, les ASAT, les ALAT, c'est calculé automatiquement. Et maintenant, effectivement, nous, en Alsace, tous les laboratoires le rendent. Et on a travaillé donc avec l'Union régionale des professionnels de santé des biologistes pour le mettre en place. Donc voilà, on n'a pas pris labo par labo, on a pris l'Union. Maintenant, ils sont organisés comme ça. Et on a travaillé aussi avec l'Union des médecins libéraux. Parce que si vous travaillez avec les biologistes, mais que derrière, vous ne travaillez pas avec les médecins libéraux, ils ne vont pas s'approprier le résultat et il va manquer un levier. Donc on a les deux et on a créé un comité de pilotage par rapport à ça pour pouvoir avoir ça. Et on a défini avec eux qu'est-ce qu'on va mettre dans notre CR de résultats. Et ce CR de résultats, il faut qu'il soit identique partout pour qu'on ait les mêmes leviers et qu'on sache le parcours, où ça va et comment ça va. Donc c'était un préalable pour nous qui était important. Donc voilà, c'est assez simple, on a un exemple de score, on leur met l'interprétation simple, on est sur de la population générale et pas forcément ciblé diabète, surpoids, obésité. Donc effectivement, il faut pouvoir être clean et se dire qu'effectivement, on va surtout exploiter la fibrose sévère. Voilà, le FIP4 supérieur à 2,67, parce que sinon, on se dit que si on passe un peu à l'écran en dessous, il va y avoir la problématique qu'on n'arrivera pas à faire les élastométries qu'il faut pour confirmer le résultat, vu qu'on est sur du test d'orientation diagnostique. Donc ça, c'est important. Donc on va voir par la suite. Donc on a ce petit texte, et on verra après, on les renvoie aussi sur une page internet qu'on a fait, on a toute la conduite à tenir, et pas mal d'informations, des modèles d'ordonnance sur pas mal de choses, et tous les parcours qu'il y a derrière. Donc on essaie de se dire, quand on s'est dit ça, on s'est dit, bon allez, tout va fonctionner, c'est génial. Mais en fait, il y a encore du boulot, quoi. C'est surtout ça qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, du moment où on a ça, il faut prévoir tout ce qui est en aval. Parce que on se dit, beaucoup ont lancé le FIP4 dans les laboratoires, mais ils n'ont pas prévu l'aval. Donc tu ne sais pas où aller faire un fibroscan, le médecin ne sait pas comment exploiter le FIP4, et en fait, c'est génial, tu as un score qui est inexploitable et qui passe dans beaucoup de comptes rendus et qui n'est pas exploité. Et donc c'est dommage au final, parce qu'on a un score qui est quand même assez intéressant et qui permet comme d'identifier des fibroses sévères chez des patients qui ne le savent pas et qui pourraient avoir des cancers. Donc il faut vraiment accompagner tout ça. Donc on a eu une adhésion franchement des laboratoires via les groupements. C'était voilà. Juste. Ah oui, il manque un zéro. Oui, c'est 450 000 personnes. 450 000 personnes qui ont eu le FIP4 du coup en Alsace sur une période d'1 an. Vas-y, Michel, si tu veux présenter le tableau. Je vois qu'on a oublié le zéro, mais c'est pas grave.
Le zéro n'est pas sorti, effectivement, 450 000. Donc on voit bien qu'en fait, il est très intéressant en fait, ce score, notamment pour les patients âgés de plus de 50 ans. Donc ça ressort beaucoup plus que pour les patients âgés de moins de 50 ans sur la fibrose sévère du foie. Donc effectivement, et on est vraiment sur les proportions de ce qui existe dans les études. Donc voilà. Mais du coup, 1,4% de 450 000. Ça fait un certain nombre de confirmations d'élastométrie à faire. Et donc, il vous faut du matos, quoi. Il faut habiller, il faut appuyer. Donc, on a habillé, en fait, nous, les centres hospitaliers d'Alsace, de FibroScan. Donc, on leur a mis un FibroScan à Mulhouse, à Colmar, à Célestat, à Saverne, et il en manque un encore, on va faire Agno. Donc, on a habillé toute la région. On sait que maintenant, le patient, quand il a ça, le médecin, quand il a ça, il va pouvoir savoir où envoyer, et on lui met où envoyer sur notre page d'ailleurs le patient. Il n'y a pas que chez nous au CELVA, effectivement, il faut vraiment prévoir ça. Et après, normalement, les hépatos, une fois qu'ils ont les fibroscans et qu'ils ont les patients, ils doivent savoir quoi faire. Donc logiquement, voilà, même si on va travailler encore avec eux un certain nombre de choses. Donc là, on a une rentabilité du dépistage, on le voit bien après 50 ans en termes de santé publique, un intérêt quand même assez intéressant, potentiellement sur facteur de risque avant 50 ans, effectivement, pour mieux dépister finalement les MAF, parce que du moment où ces patients, ou ces médecins plutôt, ils ont compris le FIB4, ils recherchent mieux les étiologies, et puis même d'ailleurs maintenant ils les recherchent en amont. Ils y pensent en amont. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans l'idée. C'est qu'on n'y allait pas pour ça, mais au final maintenant ils arrivent à mieux appréhender les hépatites virales, les hépatites alcooliques et métaboliques, et ils y marquent un intérêt. En tout cas, ils y pensent dans leur consultation. Donc, on a toujours encore peu d'adressage chez les pathos à l'élastométrie. Donc ça, on le dit, c'est pas parce qu'on a le FIB4, qu'on a orienté, qu'on a mis les fibroscans partout et que derrière ça va. Il faut former. Il faut former. Alors, on fait des formations avec les CPTS. Donc on prend les CPTS, c'est les comités professionnels territoriales de santé, et on va justement essayer de leur donner la bonne parole, leur expliquer pourquoi on faisait ça. Et voilà. Et on fait la téléexpertise également, on répond à des avis par rapport à ça. Donc ça, la formation, c'est plus. Si on veut faire quelque chose avec les professionnels, il faut les former, parce que si on leur donne des outils et on se dit « servez-vous-en », ça ne marchera jamais. Donc ça, c'est un des premiers constats et de commentaires qu'on peut avoir. Je passe sur celle-là, c'est la même chose, c'était le plus détaillé. Et donc, on essaye de mettre en place des outils. Donc, vous voyez le site internet, CELVA FIB4, voilà, où on donne toutes les données. On a essayé d'en faire là, récemment un flyer, ce qu'on va essayer de donner avec les résultats d'analyse. Une fois qu'il y a le FIB4 qui est prescrit, ça devrait être diffusé dans les laboratoires. Il faut qu'ils aient des outils pour se former et avoir accès à l'information. Donc, voilà. Donc, on est en cours, comme l'a dit Michel. On a exploité un certain nombre de choses. Il reste encore beaucoup de choses à faire, effectivement, parce qu'on voit que ce n'est pas simple et que ce n'est pas parce qu'on a les idées qu'on peut vraiment aboutir. Mais bon, on y croit, on est motivé. Michel est encore jeune, vous avez vu. Donc, il a plein d'énergie. Il connaît tout, il a fait toute la biblio, donc on sait où on va. Et puis, surtout, les professionnels nous suivent. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Hospitaliers et libéraux. Merci. Et les associations de patients. Place aux questions. Il y a une question de Véronique aussi. Bravo Michel, bravo Fred. Vous formez un très beau duo. Ça me rappellerait Tom et Hardy. Non, au fait, bravo pour tout ce projet. Quel a été finalement le plus grand défi, difficulté les plus grandes, et comment vous les avez surmontées pour permettre à d'autres groupes de suivre votre modèle? Alors c'est très difficile parce que vous êtes un duo exceptionnel. Sur la première étude, du coup? Oui, s'il te plaît. On avait déjà une antériorité avec les réseaux. Vous savez, pour l'hépatite C, on a beaucoup travaillé avec la Dicto. Et finalement, le dépistage, on avait réussi à le généraliser dans ce qu'on appelle le réseau des microstructures. Donc, il dépendait d'un organisme, de la ville et tout. Ça s'est bien fait. Maintenant, ils sont indépendants, si je puis dire. Ils savent dépister l'hépatite C. Donc, on avait déjà un maillage, un travail en réseau. En fait, ce qui a été difficile, c'est l'adhésion des généralistes. Alors, on a commencé sur un petit groupe
dans le vignoble alsacien, vous voyez un petit peu. Et sur un petit groupe de généralistes. Et en fait, là, on a quand même été un petit peu aidé par l'ARS. Il faut reconnaître quand même les mérites de l'ARS de temps en temps. Surtout qui t'écoute. Hein. Oui, oui. Bon, puis j'avais l'avantage d'avoir à l'ARS quelqu'un que je connaissais bien, c'est important, hein, qui était une ancienne du CHU, qui était une anesthésiste de formation, très sensible à la santé publique. Ça, c'est important. Hein. Si vous ne leur parlez pas de santé publique, ils n'écoutent pas beaucoup. Ouais. Donc, on a fait une expérience pilote par l'intermédiaire d'une CPTS qui, elle, a présenté ses résultats. Donc, ce sont les généralistes qui ont présenté leurs résultats à d'autres généralistes, d'autres CPTS. Et comme ça, progressivement, ça se fait. Ce n'est pas moi qui interviens. Ou j'ai ma casquette, je suis dans un petit coin, s'ils ont une difficulté, je leur réponds, ou Frédéric leur répond aussi, hein, il est presque hépatologue. Hein. Et voilà, donc j'allais dire, c'est une formation par les pairs, ça c'est très important. Mais c'est loin d'être acquis tout ça, hein. Vous avez vu les chiffres, bon, même si on va cibler plus sur le métabolique, hein, et tout c'est clair, hein, mais on va arriver, moi j'ai fait le calcul, hein, mais très théorique, hein. Tu m'as critiqué, mais c'est normal. Mais le calcul théorique, on arriverait à devoir faire 17 fibroscans sur l'ensemble de la région Alsace par jour, 5 jours par semaine. C'est absorbable, hein, on a 8 fibroscans à l'heure actuelle, ça en fait 2 par fibroscan. Je me dis, ça devrait être possible, mais sans arrêt, il faut être derrière, si je puis dire. Hein, et comme l'a dit Frédéric, je crois que la formation, elle est essentielle. La formation de l'expérience qu'on a vraiment pluridisciplinaire, je crois que c'est important. Les infirmières sont encore plus moteurs que les médecins généralistes. Hein, elles ont été formées et tout. Hein. Et puis notre infirmière de recherche clinique, bon, il y en a une autre maintenant et tout. Hein. Il y a aussi au niveau des associations, des professionnels, des infirmières et tout, hein, une diffusion de ça. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, hein, pluridisciplinaire. Vous parliez de coach tout à l'heure. Hein, on a des coachs, hein, c'est-à-dire que maintenant, hein, toute l'activité... Moi, j'y connaissais rien dans tout ça, hein, même si je fais du vélo tous les matins, c'est qu'il m'entretient. Hein, mais... fait beaucoup rire, Frédéric. Si je suis autant en forme que toi à ton âge, voilà. Franchement, je pense. Non, mais voilà. Donc, travail en équipe, pluridisciplinaire, voilà la petite expérience. Mais est-ce qu'elle va être transposable sur l'ensemble de la région Grand Est ? J'espère. Vous savez, moi, je suis très libre maintenant. Je suis retraité, donc je n'ai plus aucun intérêt. Hein. Je peux dire ce que je pense. J'en aurai pas de conséquences. Malheureusement, mes collègues plus jeunes, hein, des fois, quand on a un peu cru, il y a de la concurrence. Hein. Vous connaissez tous ça. Hein, et dans le milieu universitaire, moi, j'ai connu tout ça aussi. Hein. Mais maintenant, je suis très libre là-dessus. Hein. Donc, si les gens suivent, tant mieux. S'ils ne suivent pas, tant pis. Hein. Mais moi, j'avance. Hein. Et j'avance avec les banades. Alors, juste une petite remarque. D'abord, merci beaucoup, Michel, parce que vraiment, on est très heureux de vous avoir ici à Limoges. Je sais que vous y venez de temps en temps pour des raisons personnelles, mais de vous avoir ici à SOS, c'est un très grand honneur pour nous. Et merci aussi à Frédéric. Alors vraiment, très belle présentation, très intéressant, très beau projet, assez ambitieux. Alors, j'ai juste une petite remarque en fait. Lorsque vous allez répondre à l'ARS qui vous demande d'avoir une efficacité en termes de santé publique, vous parlez de mortalité. La mortalité, c'est loin. Oui. Donc, je vous propose, mais c'est une idée, d'étudier les événements liés au foie, c'est-à-dire les décompensations, les hémorragies digestives, etc. Ce qui est quand même un argument pour l'ARS, mais qui sera un argument plus rapide pour obtenir des résultats, même si il faudra quand même plusieurs années. Hein. On est d'accord. Bon, je dis toujours à Frédéric, mais je ne sais pas si je verrai la fin. Parce que ça, c'est un travail sur 10 ans. Hein. Michel, et 10 ans, au moins 10 ans. Hein. Donc voilà. Donc, mais tu as raison, sur les événements, bon, on a déjà prévu tout ça. Mais vraiment, l'ARS, c'est que la mortalité qui compte. Et alors, le cancer. Alors là, le cancer...
Alors, comme ils sont quand même assez sensibles au cœur, et puis on a encore une forte mortalité par maladie cardiovasculaire en Alsace et tout. C'est un argument aussi. Alors, ils nous disent, oui, vous vous associez aux diabétologues. Moi, je disais à Véronique tout à l'heure en privé, la plus belle formation qu'on ait eue, je suis hépato mais je suis passé par la médecine interne. Et ça facilite les choses quand on prend en charge les patients. Hein. C'est-à-dire que, bon, moi, je me débrouille devant un diabète. Je sais traiter un diabète, quel que soit le diabète. Je ne dis pas que je sais traiter toutes les maladies du cœur, mais la formation d'interniste au départ, c'est pas mal. Ça nous sert, je crois que vous êtes passé aussi par là, hein, sans révéler. Hein. Et peut-être que ça, il faut revoir aussi dans la formation au niveau de nos facultés. Hein. Et pas être tout de suite hyper spécialiste. C'est pas un reproche. Hein. Moi, j'ai suivi aussi après. Hein. On a été spécialiste du foie, même spécialiste des hépatites. Il faut bien reconnaître qu'on a oublié l'alcool hein, en France. Hein. Et puis le métabolique. Hein. Je fais toujours référence, et je suis passé à côté de la NASH, avec Jean-Pierre Capron, qui était l'ancien patron d'Amiens, qui a été à Clichy. Hein. Et tout. Et on avait décrit la NASH sans savoir ce que c'était. On va prendre une dernière question. Oui, un très court commentaire qui prolonge un peu ce qu'a dit Véronique. C'est-à-dire pour les personnes qui prennent des décisions, les policemakers, l'ARS et tout ça, ils veulent aussi des trucs à court terme parce qu'ils sont élus sur un mandat à court terme. Et je trouve qu'associé à votre étude très intéressante, des marqueurs associés à la mortalité, surrogate markers, une diminution du delta du fibroscan, une diminution de la prix, des trucs qui seront faciles à atteindre et dont tu verras très vite le résultat et qui est associé quand même à la mortalité. Je crois que ça serait intéressant. En fait, on a les données de morbimortalité sur l'Alsace et le Grand Est. Et effectivement, la donnée qui les a marquées, c'est à plus un pourcentage de plus 14%, plus 14% de mortalité en Alsace sur le cancer du foie par rapport à la moyenne nationale. Et plus 35% chez les femmes notamment. Et donc du coup, ça, c'est des données qui sont chiffrées, si tu veux, sur lesquelles on va pouvoir avoir l'évolution et le levier par rapport à ça. Et si ces chiffres ils évoluent en fonction avec le programme, bah, je pense qu'on aura eu cette mesure d'impact qui est importante en fait. Voilà, c'est un peu la donnée un peu qui a fait flancher, qui a fait aussi basculer le truc. Merci à vous. On a fini. Merci beaucoup.